Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Draft & Pick, le podcast de la relève. On est très heureux de vous retrouver pour lancer un petit peu le nouveau concept de Draft & Pick. Aujourd'hui, pas de draft, j'en ai assez de perdre, voilà, j'ai encore perdu la draft de l'Eurobasket. D'ailleurs, félicitations à Lucas pour sa victoire et bravo à Enzo et à Corentin pour leur belle participation. Mais aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour une draft, mais on se retrouve pour un tout nouveau concept. Enzo, comment ça va ? Très content d'être là pour ce nouveau concept qui me donne vraiment envie. J'en ai vu plein ces derniers temps dans un petit peu plein de domaines pulluler un peu sur YouTube. Je me suis dit que ça en manquait un peu sur le monde du basket. On a déjà plein d'idées en tête, plein de manières de rentabiliser le template des tier lists. Donc très hâte de commencer par celle-ci. Ouais, effectivement, aujourd'hui on s'attaque à un concept très connu, le concept de tier list. Alors on va essayer de, évidemment, vous expliquer de manière objective ce que c'est qu'une tier list. Tout simplement, c'est classer des joueurs, des équipes, des coachs, des années, voilà, l'histoire, la NBA en général, dans des cases pour essayer ensuite d'obtenir un classement, quelque chose d'objectif. On va au moins essayer de dire ce terme, mais en tout cas c'est l'objectif. Aujourd'hui on va trancher, on va classer, et pour commencer aujourd'hui on s'attaque au transfert de l'été 2025. Alors quand je dis transfert, petite coquille, aux signatures de l'été 2025, transfert, signature, les moves, tout ce qui s'est passé cet été. Alors on vous propose pour cela une sélection semi-subjective, objective. Voilà, la conversation a tourné autour de termes de certains joueurs assez sombres, mais on s'est entendu, il y a eu un consensus sur 15 joueurs. Alors on est sur des moves, donc des joueurs qui ont été transférés de franchises à d'autres, mais aussi des signatures de free agent, et ça évidemment on va le préciser au fur et à mesure du podcast. Donc l'objectif, c'est de les classer selon le fit, c'est-à-dire l'apport de l'ajout du joueur pour l'équipe dans laquelle il arrive. Je fais un petit exemple par rapport à quelque chose passé. Quand Paul George arrive aux Sixers, on peut se dire que c'est un plutôt bon fit sur le plan du jeu. Mais on peut aussi se dire que c'est un fit très douteux sur le plan du contrat, parce qu'on savait déjà que Paul George avait un contrat assez douteux. Donc on peut se dire, on aurait pu réfléchir à le placer dans une tier list entre les deux. Voilà, c'est pour un petit exemple. Pour vous donner les catégories de cette tier list, parce que ça c'est évidemment assez important, je pars de tout en haut, et l'objectif de cette tier list sera d'élire le move de l'été. Comment on pourrait définir le move de l'été, Enzo ? Comment tu vois ça ? Pour moi c'est d'assez loin, c'est personnel, c'est un move qu'on trouvera le meilleur de cet été, et d'où le nom, mais il n'y a pas de consensus pour l'instant qui a été fait entre nous. Ça, on va le définir un peu comme tout d'ailleurs de cette tier list. On va le définir ensemble en discutant durant cette tier list. Et je dirais que c'est vraiment le move qui peut changer l'aspect d'une équipe, qui peut permettre à une franchise de passer de franchise moyenne à franchise contender, à de franchise de top 5 dans sa conférence à candidat au titre par exemple. Voilà, je pense que directement on a des idées déjà de transfert, on a des idées de signature de l'été après que j'ai expliqué ces termes-là. Exactement, donc c'est clair que l'objectif ce sera d'en élire un, mais pour ça évidemment on vous propose des catégories alternatives, notamment celle juste en dessous, donc c'est la catégorie Game Changer. Donc pour la définir, donc c'est un move qui change le projet de fond en comble. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? Ça on va le voir. Est-ce qu'il y aura peut-être pas de Game Changer ? Du coup il y aura un move de l'été qui va dans Game Changer. Ça sera évidemment à voir au fur et à mesure de nos discussions avec Enzo. Ensuite on a la catégorie très bon fit. Donc là c'est une arrivée qui est en cohérence parfaite avec l'équipe et son projet. La catégorie honnête, là c'est la catégorie on va dire la catégorie avec un bon renfort,
utile, mais voilà, c'est pas révolutionnaire, ça ne change pas de fond en comble l'équilibre de l'équipe sur le terrain, les ambitions de l'équipe, c'est absolument pas ça. Ensuite, on a les catégories un petit peu en dessous, avec la catégorie, je vais partir de tout en bas cette fois-ci, la catégorie fit douteux. Enzo, je te ressollicite à nouveau. Qu'est-ce que le fit douteux dans cette tier list ? Là, on est sur l'extrême opposé. C'est un fit. Personnellement, en tout cas, ma manière de voir la catégorie, c'est vraiment, je ne comprends pas quel est l'intérêt pour la franchise, du moins. Parce que c'est le postulat de cette tier list, et on se place uniquement, comme tu l'as dit, du point de vue de la franchise et pas de celle du joueur, ce qui est vraiment différent d'un point de vue à l'autre. Mais là, en tout cas, on parlera du coup dans la catégorie fit douteux de mouvements où si on avait eu la chance d'être general manager, un mouvement qu'on n'aurait évidemment pas fait. Et pour ma part, vraiment pas fait. Ouais, voilà, une logique bancale, un gros doute sur l'adaptation, sur l'utilité. On va parler un petit peu contrat aujourd'hui, même si l'objectif c'est de se concentrer sur le terrain. Évidemment que quand un joueur n'est pas bon sur le terrain, mais qu'il a un énorme contrat, il y a un côté boulet qui traîne, on en parlera évidemment, on a les contrats avec nous, on rattrape à ça. Et ensuite on a l'autre catégorie un petit peu négative entre guillemets, c'est la catégorie attention, un move risqué. Voilà, faut voir comment ça prend pour le joueur. Voilà, moi j'en parlais avec Enzo, il y a vraiment dans ma manière de juger cette catégorie un côté 2 poids 2 mesures où je vais avoir tendance à être peut-être un peu trop optimiste sur si ça clique bien, mais aussi peut-être un peu trop pessimiste dans le cas où ça clique pas bien. Voilà, on va en discuter. Évidemment, un podcast Draft & Pick ne se fait pas sans des petites contraintes, des petites entourloupes. On joue, on est là pour jouer, et dans un jeu, il y a très souvent des jokers. Alors les jokers de cette vidéo, on en a 2. On a tout d'abord le joker placement imposé. Est-ce que Enzo, tu peux nous expliquer quel est ce joker pour le placement imposé ? Eh bien, la réponse est tout simplement dans le nom. C'est un joueur que on aura le droit de placer uniquement selon son avis à soi. Donc, pour mon cas, si j'ai envie de placer joueur X dans la catégorie Game Changer et que Oscar trouve que c'est un fit douteux, j'aurai le droit de prendre la main, de passer outre son avis et voilà, de m'imposer en tant que vérité générale de la relève pour ce joueur-là et de le mettre dans la catégorie que je souhaite. Et inversement pour Oscar, on a un bonus joueur imposé chacun. Exactement, voilà, là on va pouvoir s'entendre. Ça va être, moi si je juge que Gershon Yabusele c'est le move de l'été, si tant est que Gershon Yabusele soit dans cette vidéo, et si Enzo juge que c'est un fit douteux, voilà, moi je mets move de l'été, il y a aucun souci. Ensuite, autre joker, alors est-ce que c'est vraiment un joker ? On a la catégorie, on a la wildcard, voilà, chacun, Enzo et moi, on a choisi un joueur que l'on va proposer à l'autre avec une argumentation qui va s'accompagner autour de ça. Et l'objectif, c'est tout simplement, voilà, on est en comité d'entreprise, je te propose un joueur, qu'est-ce que tu en penses ? Où est-ce que tu le classes ? 2 joueurs, 2 wildcards. On vous les présentera évidemment en fin de vidéo, puisque c'est quelque chose qui va intervenir à la fin quand on aura classé le reste des joueurs. Mais en tout cas, je pense que on va se régaler. J'ai hâte de voir ta wildcard Enzo. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur cela ? Ouais, je dirais, on va essayer pour ceux qui écoutent en podcast, donc en audio, de décrire le plus possible l'état d'avancée de la tier list et de rappeler les catégories au fur et à mesure pour éviter que tout le monde soit un petit peu perdu. On va faire de notre mieux là-dessus. Mais je pense que voilà, ça devrait être pas mal. On a très hâte depuis quelques jours de commencer ce nouveau format. Donc voilà, c'est parti. Je suis fin prêt pour commencer. Et bah on est parti. On est parti dans cette tier list avec un premier move de l'été. Je vais m'occuper un peu de te le décrire et ensuite tu nous donneras ton avis. Enzo. C'est l'arrivée de Miles Turner du côté des Bucks. Donc c'est une signature ici. Donc on parle d'un joueur qui était agent libre, laissé libre par les Pacers. Il y a eu des négociations, ça on le sait, qui a donc signé chez les Milwaukee Bucks, l'équipe un petit peu rivale des Pacers. D'ailleurs, c'est assez drôle sur ce plan-là.
les rivaux un peu la rivalité Pacers-Bucks qui se réanime un petit peu avec cette signature de Miles Turner. 25 millions de dollars la saison, un contrat qui reflète plutôt bien le niveau du joueur. Enzo, comment tu as envie de commencer pour nous parler de cette arrivée de Miles Turner? Qu'est-ce que tu penses de cette arrivée du côté de Milwaukee pour entourer le géant grec? Je pense déjà qu'on commence avec du très lourd, avec un des joueurs qui était classé le plus haut, en tout cas dans les wishlists des franchises, parce qu'on avait une free agency sans vraiment très grand nom sur le marché, et Miles Turner figurait un petit peu tout en haut parmi ces joueurs-là, et je pense que non, c'est une formidable signature pour les Bucks. C'est un joueur que j'aime beaucoup, et je sais qu'on est beaucoup dans la sphère NBA à l'apprécier. Pour un postulat très simple déjà, c'est que c'est un poste 5 qui shoot et qui défend, et c'est un profil qui est vraiment très très rare. Ouais, je pense que ça peut se compter sur les doigts de la main. J'ai pas tous les noms là qui me viennent en tête, mais voilà, un joueur qui shoot depuis autant d'années à un aussi gros volume et en étant tout aussi régulier, voilà, il n'y en a pas 20 000. Et voilà, je pense que le fit est vraiment bon avec Giannis, même si c'est vrai que ça reste un critère important de savoir si Giannis va rester aux Bucks ou pas cette année. On sait que les rumeurs de transfert sont encore d'actualité. On nous avait promis, enfin du moins Shams nous avait promis un été totalement bouillant sur la NBA en général, en plaçant notamment Giannis tout en haut de la liste des joueurs qui pouvaient bouger. Pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais je trouve que le fit Giannis-Turner me semble évident, étant donné qu'avec Turner, on a un joueur qui a des similarités avec Brook Lopez. C'est un moins bon protecteur de cercle qui commet encore trop de fautes, mais ça reste un excellent contreur. Et surtout un spacer de très très grande qualité, comme je l'ai dit juste avant. Et même si c'est vrai que certains restent parfois un petit peu dubitatifs sur sa défense, ou du moins trouvent que sa défense peut être un petit peu surcotée ou qu'on en parle un peu, je pense que étant donné la valeur de son profil, le fait que ce soit un poste 5 qui shoot à un tel niveau, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de défenseurs, ou en tout cas de poste 5, qui shootent aussi bien que lui et qui défendent mieux que lui. En tout cas sur le marché, c'était évidemment le meilleur qu'il y avait à aller chercher, et quoi qu'il arrive, son salaire est mérité de par la rareté de son profil, de par le besoin qu'il comble avec le départ de Brook Lopez. Donc non, je pense qu'avec Miles Turner aux Bucks, on est sur un transfert qui me semble totalement logique, justifié, et que je trouve excellent. Donc, je le mettrais personnellement dans très beau fit. Je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Ouais, je te rejoins totalement sur déjà la catégorie où le placer. Franchement, ça va aller dans très bon fit sans trop de soucis. Voilà, spacing, protection de cercle, énergie, je trouve ça beaucoup plus. On est sur un produit beaucoup plus fini en termes de ce que Giannis a besoin. On se rappelle de l'évolution de Brook Lopez sous Mike Budenholzer, qui se transforme en un stretch 5, protecteur de cercle, là où c'était un joueur beaucoup moins efficace dans ces registres de jeu-là dans ces années précédentes. Je trouve ça aussi intéressant par rapport à ce qu'il y a autour. Voilà, on ne parle pas de l'état du roster des Bucks en général, mais pour des joueurs qui se lâchent, voilà, Kuzma, voilà, Kevin Porter Jr., Cole Anthony, le fait qu'on ait un joueur qui s'écarte et qui propose des solutions, je trouve ça toujours intéressant pour donner un peu de place dans la raquette à Giannis évidemment, mais aussi aux autres joueurs qui vont avoir besoin de se mettre en confiance sur leur ligne de pénétration, etc. Je trouve ça toujours pertinent. En plus, ça ajoute évidemment que Miles Turner au rebond est toujours un joueur qui est sous-productif par rapport à ce qu'il pourrait faire, je pense. Et là, il a peut-être un des meilleurs rebondeurs de la ligue avec Giannis Antetokounmpo à côté de lui. Donc le côté rebondeur secondaire lui va très très bien dans son équipe. Je mets un petit bémol à un Miles Turner qui vient d'avoir son contrat. Peut-être que ça peut être un joueur qui réduit un petit peu les efforts, devient peut-être un peu plus nonchalant
déjà qu'il l'est peut-être un peu sur certains points, attention à ça, mais évidemment que voilà, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que Miles Turner va dans très bon fit dans cette tier list des moves de l'été 2025. On est parfaitement d'accord. C'est un bon placement pour un premier joueur et un transfert de qualité. Exactement. Alors, on va continuer, on va changer. Alors, on reste dans la même conférence, mais on va changer un petit peu de profil de joueur et d'équipe. On va parler de l'arrivée de Nickeil Alexander-Walker du côté des Atlanta Hawks. Alors, une nouvelle fois, c'est une signature en tant qu'agent libre. Il a signé donc pour 15 millions la saison. C'était un des profils intéressants en termes de joueurs en sortie de banc qui apporte de l'énergie. Je vais t'exposer un petit peu ce que j'en pense de cette arrivée, de la longueur, de la défense, du shoot certains soirs, même si je trouve que c'est un joueur qui shoot plutôt bien, du off-ball, ça c'est toujours intéressant quand on a un joueur comme Trae Young autour de lui. Voilà, ça peut jouer 2, ça peut jouer 3, on voit la richesse des profils que possèdent ces Hawks, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que c'est un titulaire ? Est-ce que c'est pas un titulaire ? Voilà, je sais pas. Peut-être que Dyson Daniels, le soufflet Dyson Daniels va doucement retomber après sa saison de MIP l'année dernière. Il y a un côté couteau suisse qui va me plaire et je vais peut-être émettre juste un premier doute sur le fait, notamment par rapport à mon côté cocorico. Attention quand même avec ce genre de joueur qui peut jouer 2, qui peut jouer 3. Il y a déjà Jalen Johnson, il y a... attention quand même à pas empiéter sur le temps de jeu de Zaccharie Rizaché sur certains postes. Il y a vraiment le côté couteau suisse que Zaccharie Rizaché a actuellement et qui développe plutôt bien, même si évidemment on pourrait attendre plus de lui. Voilà, il va y avoir un côté gestion des minutes et gestion des profils du côté des Hawks. Pour ce prix, Nickeil Alexander-Walker, un joueur qui a de l'expérience parce que les Hawks avaient besoin d'expérience, puisque le seul joueur qui reste de l'épopée 2021 en finale de conférence, c'est Trae Young. Donc de l'expérience, de finale de conférence de suite. Un joueur qui sait à peu près tout faire sur un terrain, qui fait plein de petites choses qu'on voit pas forcément dans les statistiques ou quand la balle n'est pas à lui. Donc moi je propose un renfort honnête. Voilà, c'est un joueur évidemment qu'on va jamais mettre dans un game changer parce que ça changera jamais la cohérence de tout un projet. Est-ce que c'est un très bon fit pour les raisons que je donne ? On peut le remettre en question. Moi, je te propose un honnête. Dis-moi ce que t'en penses. Moi, je serais un peu plus positif que toi sur Nickeil Alexander-Walker. Si je reprends ton argument sur la gestion des minutes, avec notamment le cas de Zaccharie Rizaché, de Jalen Johnson et de Dyson Daniels, je pense que c'est un joueur qui va pouvoir encore gagner du temps et de l'importance dans un roster au fil des années. On sait qu'il a déjà été en grande progression sur les dernières années du côté des Bucks, où il a joué de grandes minutes en play-off. Malheureusement, il a été très inefficace au shoot sur les 2 dernières campagnes, où je crois qu'il était à moins de 25% sur les 2 dernières campagnes de play-off du côté des Wolves. Et malgré ça, je pense que c'est un joueur qui va à long terme, ou en tout cas même à moyen terme, prendre la place de Dyson Daniels, au moins en termes de minutes, où je pense pas que Dyson Daniels puisse être un frein à Nickeil Alexander-Walker, étant donné que la progression offensive de Dyson Daniels me semble assez limitée, et qu'il n'a pas beaucoup progressé depuis son arrivée dans la ligue là-dessus. C'est toujours un shooter en dessous de la moyenne, un joueur qui a vraiment du mal à accéder au cercle malgré sa grande taille, avec un playmaking secondaire assez moyen. En tout cas, voilà, offensivement, le joueur qu'est Dyson Daniels ne me rassure pas du tout, et c'est pour ça que je trouve Alexander Walker beaucoup plus complémentaire et régulier, et je le vois plus progresser et être dans un roster qui surtout peut jouer les playoffs, parce que c'est ça du coup qui va être la vraie question du côté d'Atlanta. Qu'est-ce que vont viser les Hawks l'année prochaine, avec beaucoup de renforts, dont on parlera dans la vidéo, mais on a aussi Kristaps Porzingis, il y a aussi Luke Kennard. Donc voilà, ça fait du monde.
Ça fait du monde, mais je pense que Alexander Walker va pouvoir tirer son épingle du jeu de tout cela, avec, comme tu l'as dit, une formidable défense off ball. C'est un excellent navigateur d'écran qui a beaucoup d'énergie. Il est très long, très vif. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il peut être vraiment complémentaire de Trae Young et à la fois de Dyson Daniels aussi, sur le plan défensif du moins. Et pour ce qui est de Zaccharie Rizaché, pareil, je pense qu'ils peuvent jouer tous les deux sur le terrain sans qu'il y ait de problème, avec un Zaccharie Rizaché qui est plus grand, plus long, meilleur en protection de cercle, excellent joueur off-ball, de cut, etc. Rizaché peut vraiment vivre sans le ballon, donc voilà, tout comme Alexander Walker. Donc c'est pour ça que s'il y a un Jalen Johnson et un Trae Young à côté, qui sont des porteurs de balles qui ont besoin du ballon, Jalen Johnson a vraiment besoin de beaucoup de ballons, en tout cas il en a beaucoup du côté des Hawks. Donc non, moi je suis très satisfait, je serais plus sur très bon fit pour Nickel Alexander Walker. Mais voilà, on peut s'accorder sur honnête, très bon fit. Je pourrais sacrifier mon avis pour ce premier choix, parce que ça ferait quand même 2 joueurs classés assez haut sur les 2 premiers choix, en sachant qu'il en resterait encore 13 derrière. Donc voilà. Mais ce que je peux te proposer en termes de classement, parce que évidemment on peut faire un classement intra-catégorie, c'est de conserver peut-être Nickel Alexander Walker le temps de voir et d'essayer de réajuster peut-être tout ça. On met Nickel Alexander dans la catégorie très bon fit, mais peut-être le conserver dans les dernières positions des joueurs qu'on a mis dans très bon fit, et si jamais on se rend compte d'un afflux trop important de joueurs dans cette catégorie, peut-être le reculer d'un cran, mais il est dans cette case-là entre les deux, et ça sera soit peut-être le meilleur des honnêtes et peut-être le moins bon des très bons fits. On est d'accord, parfait, ça me va. On reste dans la conférence Est. On ne la quitte jamais. Aujourd'hui, on part du côté de Brooklyn avec monsieur Michael Porter Jr. Premier trade de cette... Alors, je crois que c'est la soirée de la free agency ou de la draft. Je sais plus quand est-ce que ça arrive, ce petit transfert. Bon, c'est pas... C'est le 1er juillet, il me semble. C'est le 1er juillet. Ouais. C'est le soir de la free agency, je m'en rappelle. Je m'en rappelais plus. Mais du coup, on est sur un trade avec les Nuggets. On va très très vite revenir dessus. Le trade avec Cam Johnson, où les Nets ont récupéré un premier tour de 2032. Enzo, je te prie de m'excuser. Quel est le contrat de Michael Porter Jr.? Eh bien, si j'ai bien noté, il a encore 80 millions sur 2 ans. Donc, tout simplement 25% du cap. Voilà. Les termes sont dits. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, tu vas nous le dire. On est sur un joueur quand même qui commence un peu à devenir, entre guillemets, en termes d'âge et en termes d'expérience NBA, que ce soit par son âge, le nombre d'années et aussi l'expérience, on est quand même sur un joueur qui commence à devenir un vétéran. Comment tu juges Comment est-ce que tu imagines l'envol de Michael Porter Jr., monsieur, le rookie le joueur drafté par les Nuggets quitte le nid? Comment tu imagines cette transition vers la conférence Est et vers la franchise dirigée par Jordi Fernandez? Déjà, pour une question de timing, la première chose dont j'ai envie de parler, c'est les sorties extra-sportives qu'on a lues récemment sur lui, où on est à un festival d'avis désastreux en tout genre. On s'éloigne un peu du terrain là, mais vu le timing de l'enregistrement de cette tier list, ça me semble assez nécessaire d'en parler. Je sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement il peut pas passer 2 jours de suite sans être interviewé par un mec, ou je sais pas d'où sont sortis ces takes. En tout cas, non, on a un paquet de takes désastreuses. En parlant du rôle dans la société, de son avis sur le sport féminin, des avis assez misogynes dans l'ensemble quoi. Donc c'est ça qui me vient en tête en premier. Donc au-delà de ça, une fois que ça s'est dit, le joueur Michael Porter Jr., c'est pour moi un fit douteux, sans aucun débat. C'est le premier qui me vient dans cette catégorie, puisqu'on est sur un joueur qui arrive dans une équipe en totale reconstruction, qui va miser sur la jeunesse et ses fameux 5 joueurs draftés au premier tour.
qui sont tous des porteurs de balles primaires ou secondaires. Et on vient les entourer d'un joueur qui coûte très cher. Alors c'est vrai que c'est pas un problème le salaire pour les Brooklyn Nets, étant donné qu'ils ne vont rien jouer. Ils n'ont pas besoin d'encaisser des très gros salaires pour le moment. Et ce sera le cas une fois qu'ils auront besoin de re-signer des contrats à fort potentiel. Et pour l'instant, on est vraiment au niveau zéro de leur reconstruction. Et ce qui me fait un mélange entre un joueur qui coûte très très cher, dont la valeur sportive est moindre que celle de son contrat, et le tout mixé avec un homme qui me semble pas forcément le meilleur dans un contexte de jeunes. Je sais pas si ça peut être un leader ou un joueur qui vient insuffler une certaine connaissance, une certaine expérience, même si on s'éloigne encore du terrain, mais c'est vrai que la vie de vestiaire, ça peut me sembler important, surtout dans un vestiaire de Brooklyn Nets qui sera très cosmopolite, puisqu'on a drafté, il me semble, Egor Demin qui est russe, Nolan Traoré qui est français, il y a aussi Ben Saraf qui est israélien, et est-ce que Danny Wolf est allemand? Je sais plus. Je crois que Danny Wolf a des... Il y a quelque chose que j'ai vu sur le compte Twitter des Nets France, que Danny Wolf est allemand et israélien en même temps. Donc je crois qu'il y a 2 Israéliens dans l'équipe. Il y a quelque chose comme ça. Donc ouais, un vestiaire déjà voilà, sur le plan des nationalités qui est en plus déjà très très large, parce qu'on a, je crois qu'il y a d'autres joueurs internationaux dans le roster des Nets, je ne saurais plus lesquels, mais je crois qu'il y en a. Mais déjà en plus dans le contexte actuel, c'est vrai que c'est un roster qui, on va dire que la géopolitique pourrait s'en délecter. Oui, au-delà de ça, après pour revenir sur le sportif, je suis vraiment pas sûr de l'intérêt d'un Michael Porter Jr. qui est un joueur qui peut apporter des choses à l'instant T, mais qui a une marge de progression qui semble assez restreinte, voire même très restreinte. Je vois pas quel pourra être sportivement l'intérêt d'avoir un Michael Porter Jr. à long terme. Il t'apportera toujours du shooting et de la défense quand il le voudra. Après, si peut-être que les Nets ont envie de développer, je sais pas, le passing de Michael Porter Jr., le responsabiliser davantage, ce qui me semble être une mauvaise idée étant donné qu'ils ont drafté, je le rappelle, 5 porteurs de balles primaires ou secondaires. Donc non, j'essaie de trouver des réponses, personnellement je ne les trouve pas. Ouais, je te rejoins totalement sur le côté très peu d'avantages. J'ai noté le côté un peu... voilà, ça va apporter du spacing, parce que c'est clair que dans les rookies que tu as draftés, à part Danny Wolf, il n'y a pas de grand shooter. T'en avais parlé par rapport à Egor Demin, et on connaît un peu les délicatesses que Nolan Traoré a eu avec son tir. Donc sinon c'est pas un créateur, c'est un joueur qui est vraiment beaucoup trop peu agressif par rapport à ce qu'il peut faire. Est-ce que le côté... voilà, on parlait de ces déclarations extra-sportives que monsieur commence à beaucoup parler, mais aussi à beaucoup montrer d'une certaine arrogance. Est-ce que ce côté-là va se retranscrire sur le terrain avec beaucoup plus d'agressivité que ce soit balle en main dans les lignes de pénétration ou sur la défense, parce que Michael Porter Jr., quand il veut, ça peut être un bon défenseur, du moins il en a les attributs physiques. En plus, je trouve que c'est encore moins justifié avec ce qu'on a eu très récemment dans l'actualité par rapport à la re-signature de Cam Thomas, parce que là, on va se retrouver avec des line-up Egor Demin, Cam Thomas, Michael Porter Jr., et après, faut voir comment ça se constitue, mais 2 gros aimants à ballon qui vont se retrouver dans la même équipe, avec pas de playmaking, peu de défense. Voilà, là on est vraiment genre... si je dois dire un petit peu comment je me situe, j'ai une sensation un petit peu à la Poole, Jordan Poole 2023, mais avec beaucoup moins d'espoir en termes de possibilités et de munitions. Donc je te rejoins totalement sur le côté fit douteux, que ce soit sur le parquet ou en dehors, pour faire un petit peu d'apport vétéran. Parfait, du coup on peut le valider ici.
on a le joueur du coup tout en bas de notre tier list avec Michael Porter Jr. Il est là. Il est là, on va aller de l'autre côté, on va aller dans la contrepartie de ce transfert, on va aller du côté des Nuggets puisqu'on va parler de l'arrivée de Cam Johnson qui est arrivé du côté des Nuggets donc contre Michael Porter Jr. et ce tour de draft 2032. Avant que je te dise un petit peu ce que j'en pense, Enzo, est-ce que tu peux nous rappeler le contrat de Cam Johnson, s'il te plaît? Ouais, donc si j'ai bien noté, on est sur. Il lui reste 44 millions sur 2 ans, sans aucune option, ni joueur, ni équipe, ce qui représente un score famélique de 13% du cap. Exactement. Donc déjà, on peut noter sur le fait que c'est un contrat beaucoup plus avantageux dans la situation salariale des Nuggets, avec le contrat, quoi qu'on pense du contrat de Jamal Murray, il est là et je pense que c'était soit lui, soit Michael Porter Jr. qui sautait. C'est Michael Porter Jr. qui a sauté. On avait ce contrat de Jamal Murray et là donc on a donc le contrat de Cam Johnson qui arrive et qui donne beaucoup plus de sérénité financière et qui a notamment permis de signer ensuite Tim Hardaway Jr., Bruce Brown, de faire venir Jonas Valanciunas dans un autre trade. Donc là on est déjà sur un apport qui est super sur le plan financier, ça je le note. Est-ce que moi je vais pas cracher dans la soupe, ajouter un joueur très cérébral à un des joueurs les plus intelligents et les plus cérébrales de la ligue, moi déjà ça me le fait mettre très très haut. Voilà, on est sur un joueur qui est très très intelligent off-ball. Enfin vraiment le jeu off-ball de Cam Johnson est vraiment très développé. On l'a vu aux Suns, on l'a vu aux Nets quand ça jouait encore un peu compétitif. Il a un peu développé aussi sa création de tir, puisqu'il a eu plus de munitions la saison dernière. Ça s'est beaucoup mieux passé pour lui. Un joueur qui peut défendre. Je pense que ça sera jamais un défenseur, le joueur qu'on envoie toujours sur le meilleur attaquant adverse. Ça, on a vu que c'était Aaron Gordon, on a vu que ça pouvait être Christian Brown aussi. Mais Cam Johnson est un joueur qui va être hyper intéressant sur les switches, qui va permettre vraiment d'apporter une ligne de 3 potentielle avec Brown en 2, Cam Johnson en 3 et Aaron Gordon en 4. Vraiment là, ces 3-là, sur le plan défensif, que ce soit des meneurs, des arrières, des ailiers, il y a des soirées de play-off ou de régulière où ça va vraiment être très compliqué d'attaquer sur cette ligne-là. 39% à 3 points en carrière. Voilà, on est sur c'était ses qualités quand il est arrivé en NBA, c'est toujours ses qualités quand il est... Aujourd'hui, c'est un véritable joueur. C'est un joueur qui shoot très très bien à 3 points. Plus de sérieux, je pense que c'est un joueur qui s'inclut beaucoup mieux pour jouer autour de Nikola Jokic. Michael Porter Jr. était bon dans le jeu off-ball pour prendre des tirs, mais je pense qu'il y a un côté beaucoup plus intelligent que Cam Johnson va apporter. Moins coûteux aussi dans certaines line-up en défense, je le disais. Puis quand même un petit peu d'expérience, il a de la bouteille, il a fait le vétéran du côté de Brooklyn, il a connu les finales NBA avec Phoenix. On n'est pas non plus sur un joueur, on fait pas non plus un pari, on fait simplement on espère que le Cam Johnson des Nets, qui évoluait à un bon niveau dans un contexte peu compétitif, se transpose. Moi je te proposerais un très bon fit entre Miles Turner et Nickel Alexander-Walker. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Je te rejoins dans tes avis. Je vais d'abord commencer par corroborer à tout ce que tu viens de dire sur Cam Johnson et à l'éloge que tu viens de faire du joueur et du fit potentiel avec les Nuggets. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça me semble être un fit vraiment de qualité. Ce à quoi j'ajouterais que c'est un playmaker pour les autres aussi, je trouve, plutôt sympa, assez sous-coté, dans le sens où voilà, c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant quand on parle de Cam Johnson. On parle de sa qualité de shoot, de sa création de shoot pour lui-même, etc., de son intelligence de jeu, ok. Mais je pense qu'il pourra vraiment aider dans certaines line-up du banc, puisque je pense qu'il pourra rendre de fiers services sur les moments où Jokic ne sera pas là, puisque c'est surtout là que doivent progresser les Nuggets. On le sait avec les on-off de Nikola Jokic qui sont toujours plus délirants année après année. Il y a le fait aussi que ses backups soient toujours
assez originaux avec du André Jordan ou du Zeke Naji, enfin des mecs comme ça. Mais je pense que non, sur les line-up sans Jokic, ça pourrait être très intéressant d'avoir un joueur comme Cam Johnson, capable de porter la balle sur des séquences assez courtes, comme celle-ci, de créer son propre tir, etc. Voilà. Pour ce qui est de la défense aussi, je pense que c'est pas un formidable défenseur d'aide, comme tu l'as dit, joueur off-ball très intelligent, capable d'excellentes rotations, de switch, etc. C'est pas le meilleur défenseur sur l'homme. Après, il sera entouré majoritairement de Nikola Jokic et de Jamal Murray, qui se font déjà cibler très souvent. Et ce sera jamais une plus grosse cible que ne le sont déjà Jokic et Murray. Donc là-dessus, je pense pas que ce soit un souci. Et puis, tu as parlé du personnel défensif aussi avec Aaron Gordon et Christian Brown. Mais j'ajouterais aussi Peyton Watson et Julian Strawther, qui vont tranquillement arriver vers un âge un peu plus avancé, voilà, une certaine expérience dans la ligue, et on a envie de les voir de plus en plus, parce que je pense que ce sont deux joueurs que le public aime beaucoup, parce que voilà, ce sont des joueurs assez intelligents, très bons défenseurs avec des qualités offensives aussi assez diversifiées, et je pense qu'un joueur comme Cam Johnson peut permettre de faciliter leur intégration dans un 5 ou dans des line-up sans Jokic notamment. Et c'est pourquoi c'est pour moi mon move de l'été. C'est celui que je mettrai tout en haut de la pyramide et tout en haut de la tier list. Donc voilà, comment est-ce qu'on classe Cam Johnson maintenant que ceci est dit? Est-ce que ça veut dire que tu veux est-ce que tu utilises ton joker pour ce Cam Johnson? Parce que je suis tout à fait prêt à te céder un game changer si tu le souhaites. Est-ce que c'est le move de l'été? Pour moi, non, parce que j'en ai un qui me tient plus à cœur et qui me semble un petit peu plus intéressant de mon côté. Mais en tout cas, je te laisse décider de ce placement si tu le souhaites, et sinon on s'entendra sur un game changer. On va s'entendre sur un game changer. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a d'autres noms sur lesquels je pense qu'on sera un peu plus en désaccord et que j'aurais envie de placer sans doute un peu plus haut que toi, j'imagine. Donc non, ça me va très bien. Plaçons Cam Johnson en game changer. Aucun souci. Et ben on va retourner du côté de... Alors on va retourner... On reste à l'ouest, pardon. On va retourner un petit peu du côté des Hawks, mais plutôt dans le passé, puisqu'on va parler d'un joueur qui vient de les quitter. On va parler de monsieur Clint Capela, qui a donc signé du côté des Rockets pour 6,7 millions. Petite parenthèse sur l'afflux d'argent du côté des Rockets. On va parler d'autres joueurs par la suite, entre plein de signatures, des prolongations. Il y avait de l'argent à dépenser du côté des Rockets. Va falloir gagner assez vite, mais en tout cas 6,7 millions pour Clint Capela, qui arrive donc pour, je pense, un de ses derniers contrats en NBA. Qu'est-ce que tu penses de ce transfert, Enzo? Et bah déjà, en me renseignant un peu sur Capela, j'étais surpris de voir qu'il n'avait que 31 ans. Je sais pas toi, mais je l'imaginais plus vieux que ça. Oui, c'est vrai. Sans doute. Ouais. Il y a un côté, on le voit depuis très longtemps jouer à un bon niveau. C'est vrai qu'il y a eu le côté, il a très très vite bénéficié de très bons playmakers avec lui, enfin d'un très bon playmaker avec lui en la personne de James Harden. Donc on a vraiment eu un côté, on l'a vu très très vite évoluer, mais c'était aussi qu'il était très jeune. Du coup, en fait, il n'est pas si vieux que ça dans la catégorie des pivots rim runners. C'est encore un joueur qui est entre guillemets dans la fleur de l'âge. Mais oui, effectivement, en regardant, je me suis dit qu'il n'avait que 31 ans, alors que dans ma tête, il en avait 33, 34, quelque chose comme ça. Je pense que dans ce biais-là, il y a aussi le fait qu'il représente un petit peu... avec James Harden, ces Rockets-là, et ces Rockets qui commencent à vraiment dater, ces Rockets qui ont 10 ans, une dizaine d'années on va dire, et le fait aussi que derrière Harden ait enchaîné un peu les projets différents, ce qui doit un peu ajouter à notre biais sur l'âge de Capela. Mais non, la première chose que j'ai envie de dire sur Capela, c'est qu'il s'accommode parfaitement au style de jeu des Rockets, à leur volonté de s'appuyer sur le jeu des possessions, de s'appuyer sur le rebond offensif. Et avec Clint Capela, on a un excellent rebondeur qui a
qui a des grosses lacunes. C'est un joueur assez unidimensionnel, qui est là pour prendre des rebonds, qui est un défenseur, un défenseur qui ne peut pas défendre autre chose que le drop. Et derrière, du coup, j'ajouterais une stat, il est au 90e centile sur le pourcentage de rebonds offensifs depuis 10 ans. Ça fait 10 saisons du coup qu'il est dans le top 10 des meilleurs pivots sur la prise de rebonds offensifs. Je pense que les Rockets n'avaient pas forcément besoin d'ajouts au rebond offensif, étant donné qu'ils étaient déjà l'une des meilleures équipes de la ligue dans ce registre. Mais ça vient encore ajouter un peu plus, ça vient taper du poing sur la table sur le fait que Udoka est satisfait de son équipe dans ce registre-là, et qu'on aura encore une belle bataille des possessions du côté de Houston cette année. Et c'est aussi un moyen de priver les adversaires d'avoir un excellent joueur dans ce registre-là, étant donné qu'on imagine que la volonté de s'appuyer sur le rebond offensif risque de se démocratiser de plus en plus dans la ligue, comme toutes les modes qu'on voit apparaître un petit peu ces dernières années. Et voilà, c'est aussi une menace verticale que n'était pas Alperen Sengun qui est au même poste que lui, et là où Steven Adams avec l'âge va commencer à peiner sur la détente et cette menace verticale. Donc je pense que Capela peut être un bon ajout là-dedans. Autre chose positive, il y a aussi le salaire, comme tu l'as mentionné, seulement entre 6 et 7 millions par an sur 3 ans. C'est vraiment ridicule. Donc voilà, il fit parfaitement dans le cap space des Rockets. Et voilà, après ça reste un joueur qui devrait avoir du moins un temps de jeu assez restreint, pour devenir complémentaire de Sengun, de Steven Adams. Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur Clint Capela, Oscar. Non, moi c'est sûr que je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi il n'y avait vraiment pas de besoin. Enfin, il n'y avait pas de besoin. Le besoin Clint Capela est pas évident pour moi, parce que là j'ai quand même un gros doute, un gros point d'interrogation sur celui qui va lui envoyer des ballons, parce que ça reste un joueur qui a eu quand même dans sa carrière un côté... il a joué qu'avec des playmakers assez impressionnants. Enfin, James Harden, Trae Young, moi je signe tous les jours pour avoir ce genre de meneur pour toute ma carrière quasiment. J'ai du mal à le voir s'exprimer offensivement. Je pense que c'est pas pour ça qu'ils l'ont pris. C'est vraiment un côté rebond offensif défense. C'est un ajout qui effectivement prend son sens dans le côté aussi contractuel, comme on le dit. Mais c'est vrai que c'est une addition d'expérience aussi, parce que faut pas oublier quand même, c'est un joueur qui a de la bouteille dans une équipe jeune comme ça. C'était important d'en ajouter. On va le voir plus tard que justement c'est ce qui a été fait à plus grande mesure. J'avoue que c'est un joueur que je sais pas du tout où placer, parce que je suis capable de le mettre dans le côté honnête, parce que c'est bon mais c'est pas révolutionnaire, mais en même temps attention, parce que c'est vrai qu'un Capela, en fait, j'ai peur que ça soit un joueur qu'on voit que en régulière, et que on parlait de DeAndre Jordan tout à l'heure du côté des Nuggets. Je dis pas que Clint Capela est au niveau actuel de DeAndre Jordan, mais peut-être qu'en termes de minutage, j'ai peur qu'on se retrouve vite sur ce plan, et j'ai un peu plus de doute sur la complémentarité d'une possible raquette à deux Sengun Capela par rapport à Sengun Adams. Donc je sais pas du tout où le placer. Je te proposerais un attention, non pas que ça soit risqué, mais plutôt que en fait ce soit une addition qui soit pas vraiment utile, et qui soit plus là pour apporter de l'expérience en plus, un côté vétéran, plus que vraiment un apport sur le terrain. Moi je l'aurais plus mis en honnête pour une question de salaire, c'est-à-dire qu'il y a le risque pris par le recrutement de Capela est vraiment moindre, très minime. Il prend peu de place dans le cap space, et au pire, si le feed ne fonctionne pas du tout, on aura quand même une équipe qui devrait être très compétitive. On a quand même une franchise qui se veut être contender cette année, et qui ne se verra pas handicapée par le contrat de Capela, et qui du coup peut facilement être tradé derrière. Donc je serai un petit peu plus positif que toi sur le cas Capela. Je propose donc
un honnête. Je te suis sur le honnête et voilà, je pense que dans tous les cas, je pense que ça restera selon les joueurs qu'on met ensuite dans honnête, je pense que ça restera peut-être un des joueurs qui sera le plus bas dans la catégorie honnête. On reste du côté des pivots. Puisqu'on reste à l'ouest et on reste du côté des pivots, puisqu'on va parler de l'arrivée de monsieur Luke Kornet du côté des Spurs pour un contrat quand même, je l'ai remarqué, plus cher que Clint Capella. 11 millions la saison pour l'ancien pivot champion 2024 des Boston Celtics. Voilà, Luke Kornet, déjà défenseur hyper intelligent, alors hyper atypique dans le profil physique et dans la manière de défendre, mais hyper intelligent. Du hustle, de l'expérience dans ces Spurs là, ça va pas faire de mal. Ça fera, c'est vital d'avoir de plus en plus d'expérience dans cette équipe des Spurs qui se veut de plus en plus ambitieuse. Et là tu ajoutes en plus un joueur titré en backup de Wemby qui sait exactement comment se fondre dans un collectif tout en étant hyper important. Voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est un backup qui a un profil différent de Wemby, mais en même temps qui reste dans une identité défensive qui va absolument pas déséquilibrer la seconde unit ou même des line-up à deux grands, parce que attention, quand on voit la prolifération des line-up à deux grands, je m'imagine tout à fait une line-up Wemby Kornet. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. On est sur un joueur avec évidemment des lacunes offensives importantes, mais qui a quand même de très bons fondamentaux, je trouve, qui sera toujours, ça je l'ai noté un peu sur le côté, mais si jamais c'est un joueur qui prend beaucoup de minutes dans la seconde unit et que Dylan Harper se retrouve parfois dans des séquences à devoir mener cette seconde unit, je trouve que c'est un partenaire idéal, que ce soit peut-être en pick and roll, pour mettre en confiance un joueur comme ça. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir fait venir Luke Kornet. Il y a quand même peu de points négatifs, peut-être, ça c'est quand même peut-être mon point noir, c'est le côté un joueur qui a été très bon dans un collectif titré, un joueur de système qui a vraiment répondu à des besoins du côté de Boston. Est-ce que un joueur comme ça qui sort de Boston peut être un petit peu moins performant? Je pense que c'est pas assez pour que je le mette dans attention. Donc moi je te proposerais un honnête, parce que ça reste Luke Kornet. Ça reste un contrat qui est quand même important quand on voit ce que Clint Capella touche, ce que certains ont prolongé. Je trouve que c'est un tout petit peu cher pour Luke Kornet. Je te propose un honnête. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. C'était pour moi un des joueurs les plus difficiles à classer. Je te rejoins sur pas mal de points. Je suis assez pressé de voir comment ce Kornet va être utilisé dans les schémas des Spurs. Comment est-ce qu'on va le voir utilisé avec Wemby notamment. Je suis vraiment très curieux de l'aspect défensif, offensif, tout ça. Ça va être un des premiers trucs sur lesquels je vais m'atteler une fois que la saison aura repris. La complémentarité et le rôle de Luke Kornet aux côtés de Victor Wembanyama. Pour ce qui est du contrat, j'ajouterais que c'est un contrat dégressif, ce qui est toujours utile à long terme. Donc là, on est sur un contrat de 40 millions sur 4 ans dégressif, qui pourrait avoir son rôle et son utilité d'ici quelques années, quand il faudra créer une équipe de contenders autour de Wemby. Et donc non, moi je te rejoins, je serais positif davantage que toi, j'ai l'impression que je le suis un petit peu sur tous les trades, donc je le mettrais sans doute un peu plus haut, mais ça me convient parfaitement de le mettre dans honnête, étant donné qu'il y a quand même un contrat sur 4 ans. Pourquoi pas, même si je vous recommande le podcast des copains du Dreamcast Show sur les line-up de Big, très intéressant. Et qui peuvent venir un peu donner des pistes d'utilisation et de compréhension du jeu sur le rôle de Kornet aux côtés de Wemby. Et je terminerai le cas Kornet en ajoutant un article que j'ai lu à son sujet qui était vraiment très intéressant, un article d'Owen Phillips que vous connaissez peut-être pour certains, qui tient son blog, le F5 Subtrack, vraiment très intéressant, mais qui est malheureusement terminé puisqu'il a été recruté par les Nuggets. Donc j'avoue, je sais pas si le blog est encore disponible.
parce que ça arrive parfois que quand les mecs se fassent recruter par des franchises, tout leur travail soit caché ou supprimé, je ne sais pas, ou en tout cas, ils soient plus disponibles pour des questions de confidentialité, quoi. On paye un mec, on recrute, on veut pas que ses travaux soient mis au public, quoi. Donc non, c'est un article où le mec est allé chercher toutes les fois où Luke Cornett a fait son fameux contest. Donc je crois qu'il appelait ça l'éclipse, c'est-à-dire la fois où il va pas contester un tir directement devant le joueur, donc pas 1 mètre ou 2 mètres comme le font les défenseurs, mais un petit peu sous le panier ou à 2-3 mètres du panier. Et vu sa longueur, sa grandeur, ça l'intriguait de savoir est-ce que ça avait un réel intérêt, est-ce que ça avait une réelle conséquence sur les tirs que les mecs prenaient. Et du coup, il allait chercher, je crois, 1500 actions des Celtics sur les dernières années pour comparer, etc., etc. Le fond n'est pas hyper intéressant, mais la forme sur la manière de réfléchir à comment obtenir une réponse à travers les stats, à comment interpréter les quelques résultats qu'on a, etc., est vraiment super intéressant. Donc je vous conseille cet article d'Owen Phillips sur Luke Cornett. Et pour en revenir au classement, je pense qu'on peut valider du coup le honnête Oscar. Ça me semble correct. Et Luke Cornett dans honnête. Et effectivement, je rejoins Enzo sur ça. J'ai vu que tu avais relayé ça sur Twitter. Je suis parti un petit peu me renseigner. Effectivement, c'est très très intéressant sur la forme. Je rejoins Enzo sur cette recommandation. On continue là. Je pense qu'on change d'acabit puisqu'on parle des gros moves de cette intersaison. L'arrivée de Desmond Bane du côté d'Orlando. Alors je rappelle le package autour de l'arrière du poste 2-3. Un transfert qui implique donc Kentavious Caldwell-Pope qui part du côté de Memphis, Cole Anthony qui part du côté de Memphis mais qui a été coupé puis signé par les Bucks, et ensuite 4 premiers tours de draft. Alors j'ai pas les protections en tête, mais je crois qu'il y a du non protégé sur les plus lointains. Orlando qui met le paquet sur Desmond Bane. Je te donnerai mon avis par la suite. Qu'est-ce que tu en penses, toi, que ce soit en termes de contrat? J'ai plus le contrat de Desmond Bane en tête, mais qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée de l'ancien Grizzlies du côté de la Floride? Je pense que c'est une excellente recrue pour le Magic. Pour commencer, en termes de contrat, il va toucher 40 millions sur les 4 prochaines saisons. Donc réparti en progressif, il me semble qu'il a 34 ou 35 actuellement et que ça va monter petit à petit. Et que il comble un peu les besoins qui étaient nécessaires du côté du Magic, donc c'est-à-dire du shoot, de la création pour les autres, etc. On sait, on connaît tous les problèmes qu'avait le Magic sur le tir à 3 points ces dernières années, en partie sur la saison précédente où je crois qu'ils étaient 29e ou 30e en termes de réussite à 3 points, alors qu'ils étaient assez élevés, top 15 il me semble, sur la quantité de tirs à 3 points pris. Donc il fallait absolument régler ce problème, et avec Bane on règle une partie du problème puisque c'est un excellent shooter. Donc je pense que le fit sportif est très intéressant. Par contre j'ajouterais quelque chose qui me semble assez problématique, ou du moins qui me semble nécessaire pour entourer un petit peu le contexte de la venue de Bane. C'est qu'en 2026-2027, donc à l'aube de la prochaine saison, pas celle qui vient mais celle d'après, 92% du cap space d'Orlando est déjà pris par Franz Wagner, Paolo Banchero, Jalen Suggs et Desmond Bane. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une marge absolument ridicule pour continuer d'entourer ces mecs-là. Même pas à long terme, c'est à court terme puisqu'on parle de la saison prochaine. Et que je ne sais pas quelle est vraiment l'idée. Est-ce qu'il y a quelque chose du côté du front office du Magic qui les pousse du moins à être aussi actifs rapidement. En tout cas, pour le cas de Bane, quand on sait que les conséquences financières sont celles que je viens d'évoquer. Il va sans doute falloir trade quelqu'un. Je pense que ça ne peut pas être viable de garder ces 4 mecs-là avec un tel salaire dès l'année prochaine. Donc je ne serais pas surpris qu'on se sépare d'un des 4.
Donc voilà, je me suis éloigné un peu du cas Bane, mais ça me semblait assez important d'en parler. Qu'est-ce que tu penses, toi, Oscar, de la venue de Bane au Magic? Est-ce que ça te semble positif? Ouais, moi je suis assez content de ce move-là. Après, je suis toujours très dubitatif dubitatif. On va dire que j'étais plus optimiste et plus enthousiaste à l'idée de faire venir d'autres joueurs du côté du Magic. Déjà en termes de ball handling, j'étais très très fan du feat Anthony Simons du côté du Magic. Je pense un petit peu comme pas mal de gens, et même en termes de contrat, je pense que ça aurait été un petit peu plus intéressant, même si évidemment Anthony Simons a moins de références et de régularité que peut avoir Desmond Bane depuis qu'il est à ce niveau-là. Moi, j'ai pas beaucoup de points négatifs quand même. Évidemment que oui, le côté financier, c'est un gros point noir quand même. Je te rejoins là-dessus. Ce serait intéressant de traiter ce cas-là de ces équipes qui ont fait un all-in, parce que là, on peut quand même utiliser, je pense, ce terme-là sur cette équipe du Magic. Est-ce qu'on arrive sur une compétition Banchero-Wagner entre les deux? Est-ce que Jalen Suggs rentre dans les plans? C'est très très compliqué de réfléchir à ça, mais en tout cas je te rejoins sur ça, et moi je dirais quand même c'est quand même un game changer, parce que ça apporte ce qui pouvait manquer à Orlando. Donc moi je serais plutôt satisfait de le mettre ici, mais n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Non, moi ça me convient, je veux bien te rejoindre là-dessus. Voilà, pour tout ce qu'on a dit précédemment, pour les contraintes, mais pour à la fois aussi ce qu'il apporte. Donc voilà, ça me va très bien. Et c'est parfait, game changer. Donc on arrive pour ceux qui sont dans le format vidéo. À la fin de cette première partie de la tier list, on a fait dans les joueurs sélectionnés par nos soins, on a fait 7 joueurs. Donc là on est à la moitié. N'hésitez pas à aller voir évidemment le deuxième épisode de cette tier list. Pour rappel, nous avons donc classé en game changer Desmond Bane, Cam Johnson, en très bon fit Miles Turner, Nickeil Alexander-Walker. Dans la catégorie honnête, nous avons classé Luke Kornet et Clint Capella. Pour l'instant, pas de joueurs dans la catégorie attention. Et enfin, notre fit douteux, pour l'instant notre seul fit douteux, n'est autre que Michael Porter Jr. Enzo, qu'est-ce que tu penses de ce début de tier list pour les gens qui sont en vidéo sur YouTube? Et je dis qu'on a utilisé Zero Joker. Pour l'instant, on a été assez soft. Je me suis retenu d'utiliser pour Cam Johnson. Donc non, ça me semble assez concret. On est globalement assez positif, avec un seul joueur placé dans les 2 dernières positions. Donc voilà, je pense que ça va un petit peu s'équilibrer pour la deuxième partie. Donc voilà, j'ai très hâte de faire la deuxième, et puis voilà, je te laisse conclure tout ça. Et c'est parfait, rien à rajouter. N'hésitez pas évidemment à aller voir la deuxième partie, on a encore pas mal de joueurs super sympas à classer. En tout cas, c'était un plaisir, et longue vie à la balle orange.